c'est Elric du podcast The Cess Game et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Kevin Ben-Simon, Business Team Manager chez Le Hibou. Donc du coup, Kevin, bienvenue et merci d'être avec nous sur le podcast. La forme, Kevin ? Ça va, super à toi. Merci en tout cas. C'est hyper sympa. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec toi et j'espère qu'on va avoir une session hyper intéressante et que ça va pouvoir aider des personnes. Donc, merci encore. Avec grand plaisir. Et du coup, justement, le thème d'aujourd'hui, en fait, de ce qu'on va parler avec Kevin, ça va être le management de commerciaux et plus en détail, c'est comment les rendre performants, ces commerciaux. Mais avant ça, Kevin, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter comment t'en es arrivé là, s'il te plaît ? Ok, d'accord. Donc moi, j'ai un parcours, on va dire, plutôt classique d'un point de vue scolaire. J'ai fait un IUT technique de commercialisation. J'ai travaillé ensuite dans une école de commerce, donc j'étais étudiant. J'ai eu plusieurs diplômes, un en finance d'entreprise dans le cadre d'un double diplôme échangeant en Chine et un autre dans le cadre de ma spécialisation qui était sur le milieu des startups et la création d'entreprises. En parallèle, j'avais fait une césure dans la stratégie, donc j'étais consultant en stratégie d'entreprise. J'ai fait ma dernière année d'alternance chez Microsoft, où en gros j'étais sales côté service, donc je vendais pas du produit Microsoft, mais je vendais en fait du service. Et puis après, j'ai créé ma propre boîte d'ailleurs, qui s'appelle Vivo. Donc c'était une boîte dans les sanitaires qui avait rien à voir et dans le e-commerce. J'ai touché à toutes les fonctions qu'on peut avoir en tant que PDG d'une entreprise. Et je l'ai cofondée avec un ami à moi. D'ailleurs, 80% en fait de mes efforts étaient basés sur des fonctions commerciales, sur de la prospection, dans le dur, en porte-à-porte, téléphonique, du mail. Et puis, au bout d'un an et demi, j'avais fait plein de choses. Je faisais aussi du conseil en création d'entreprise. Je faisais plein de choses. Je me suis dit, tiens, il me manque un peu en fait d'expérience. Je sens que je suis encore jeune. Je peux pas devenir directement un super patron qui va créer des boîtes qui me rapportent des milliers d'euros et qui me rendent heureux. Il faut que je retourne dans un travail et que j'ai une première expérience en CDI. Et c'est là où en fait j'ai postulé chez Le Hibou. Du coup, et maintenant ça fait 2 ans que j'y suis. J'ai commencé en tant que BizDev, et puis après j'ai managé du coup une personne, puis une deuxième, et en gros voilà, c'est une affaire qui suit son cours. Le Hibou, on fait de la prestation de services IT, donc ça ressemble un peu à ce que je faisais à Microsoft, sauf que là c'est pas un éditeur. On travaille avec un pool de consultants, de plus de 27 000 consultants freelance, donc c'est aussi un aspect que j'aimais beaucoup parce que je suis entrepreneur dans l'âme. Donc, j'allais avoir affaire que des entrepreneurs parce que les freelances sont entrepreneurs. Et on était sur un marché qu'on disrupte. Donc, quand je dis disrupter, c'est qu'on change. C'est un marché qui bouge. Le monde de l'emploi, change. On est de moins en moins sur des activités en CDI. Et c'est ça aussi qui me plaisait beaucoup. Et travailler dans l'IT, dans les nouvelles technologies, c'était forcément quelque chose pour moi d'intéressant. Voilà. Ok, du coup, merci pour l'introduction et, Pas de souci. et la présentation, en fait, justement, de pourquoi, en fait, aussi, on va parler de ce sujet-là, parce que, justement, on avait fait un appel avant, justement, de faire l'enregistrement où on a parlé de certains thèmes et, justement, on arrive à parler du management. Et, du coup, quels sont, selon toi, les 3 challenges dans le management d'une équipe de commerciaux ? Ouais, c'est une question que du coup, voilà. Pour être tout à fait honnête, tu m'as envoyé cette question et c'est Ouais, d'ailleurs la seule que tu m'as envoyée avec la dernière pour avoir c'est le un minimum de but. préparation. Et justement, je me suis pas préparé tout seul sur cette question. J'ai échangé en fait avec d'autres managers autour de moi pour Ok. voir un peu leur vision, des managers avec qui je partage des valeurs en commun. Et au final, on est arrivé à une conclusion, on va dire, assez simple. Mais en gros, pour moi, les 3 piliers, en fait, aujourd'hui, dans le management d'une équipe commerciale, c'est premièrement de faire adhérer au projet. Donc, en gros, le projet, il va être composé d'objectifs, le projet de l'entreprise, le projet de la cellule dans laquelle la personne va travailler ou la business unit. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Définir aussi des objectifs parce qu'on peut pas créer et faire adhérer à un projet sans avoir d'objectifs clairs.
Ça, c'est quoi? Identifier. C'est le deuxième pilier, ça? Ou Non, c'est... non, Ok, ça rentre en fait dans l'adhésion. ok, Pour faire adhérer, tu es obligé de définir en fait des objectifs. ok. Tu dois aussi identifier les moteurs de chacun, parce qu'en gros, tu as des personnes qui sont complètement différentes. Tu en as, leur moteur, c'est de faire plaisir aux autres. Tu en as, c'est d'être dans le challenge, la compétition. Tu en as d'autres, c'est de progresser. Tu as vraiment des moteurs différents, mais au final, il faut fédérer tout le monde autour d'un objectif commun, d'un projet commun. Et c'est pour ça que c'est hyper important, en fait, en parallèle, de donner du sens. Donc ça, c'est pour le premier pilier qui est sur l'adhésion. Ok. Le deuxième, qui est plutôt sur l'animation, du coup, c'est comment j'anime ce projet-là. Il faut l'animer. Tu peux pas juste dire voilà le sens et voilà les objectifs, voilà le projet. Maintenant, débrouillez-vous parce que c'est logique et vous avez tous adhéré à ça. Il faut animer. Et du coup, il faut mettre dans des conditions motivantes les personnes qui sont avec toi. Il faut pas les motiver parce que c'est eux qui se motivent tout seuls, mais toi, il faut que tu les mettes dans les meilleures conditions possibles en fonction de leur moteur pour que ça se passe bien. Et il faut que tu suives concrètement les objectifs et que tu fasses en fait des séances avec eux de pilotage pour savoir où on en est, où est-ce qu'on va, pour les féliciter, pour parfois aussi leur dire ah on n'est pas à la target, donc à la cible et aux objectifs. Donc c'est quelque chose qui est hyper important et c'est un travail de tous les jours pour le coup d'animer. Et le dernier point, le dernier pilier pour moi, c'est la formation. Il faut concrètement évaluer les degrés d'autonomie en fait de tous tes collaborateurs. Quand je parle de degré d'autonomie, c'est pas genre d'un point de vue global, mais c'est plutôt sur du spécifique et vraiment suivre ça. En gros, c'est sur la prospection, où est-ce que tu es à l'aise et définir dans la prospection qu'est-ce qu'il y a dans la prospection. Il y a la création du fichier, il y a le discours, il y a la phrase d'accroche, il y a le closing, peu importe. Et il faut se dire, OK, tu es très autonome, par exemple, sur la partie création de fichiers, mais en fait, dans le discours, c'est pas encore ça, et ainsi de suite. Et le fait de pouvoir bien identifier, en fait, les degrés d'autonomie, ça va pouvoir te permettre de travailler dessus et de voir la courbe d'apprentissage de la personne et d'adapter ton management. Une personne qui est très, très autonome sur quelque chose, tu peux pas avoir un style de management directif avec lui. Il va pas comprendre. Une personne qui ne l'est pas, par contre, tu vas le prendre par la main comme un enfant et lui expliquer les choses pour qu'il arrive à devenir complètement autonome et que tu puisses lui déléguer des tâches. Donc, dans la formation, il y a cet aspect-là d'évaluation, mais il y a un aspect, voilà, ensuite de coaching qui peut se faire avec la personne en one-to-one ou avec les équipes. Si on a des points où on a plusieurs ressources dans l'équipe qui n'y arrivent pas ou qui ont besoin d'aide, il y a des ateliers, il y a les formations plus, on va dire, j'allais dire pas scolaire, mais d'une manière un peu empirique où tu vas exposer un sujet et le transmettre. Et il y a le but, c'est de faire évoluer la personne, la faire évoluer vers ce qu'elle veut. Donc, quand tu la formes, tu tires le meilleur d'elle-même et en même temps, tu la fais évoluer au quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper motivant pour les équipes et pour toi en tant que manager, parce que globalement, à la fin, tu regardes les objectifs, mais tu te dis, est-ce que la personne, elle a grandi avec moi ou pas, en fait, concrètement. Donc voilà les trois sujets pour moi, donc adhésion, animation, formation. Ok, justement, on va revenir sur les trois. Justement, Très bien. j'ai pas mal de questions sur ce que tu viens de dire. Alors, Ouais, pour résumer ce que tu viens de dire, donc la première partie, donc c'était adhérer donc au projet bah, de la boîte, mais aussi de l'équipe. ouais, Donc tu disais que ça passait par la définition d'objectifs. ouais. Du coup, qu'est-ce que tu fais concrètement dans cette partie-là, justement, via la définition des objectifs pour que les personnes adhèrent au projet? Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux pas. En fait, tu as un objectif global. Ouais. Et il faut créer quand même un esprit d'équipe. Et ce qui est compliqué en fait dans le commerce, c'est que c'est une fonction un peu égoïste, presque d'entrepreneur d'ailleurs. Et du coup, c'est compliqué de fédérer tout le monde autour d'un objectif global, sachant que chacun a des territoires compliqués ou différents. Chacun a un degré de maturité différent. Tu peux avoir une équipe avec une personne qui a, je sais pas, 5 ans de métier et une autre qui sort d'école. Donc, tu peux clairement pas avoir les mêmes objectifs. Donc ça, c'est vraiment en fait du cas par cas où tu vas devoir évaluer la personne sur ses skills, sur le territoire qu'elle a, sur toi ta connaissance aussi des territoires et du métier.
et de se dire, OK, sur ce territoire-là, il y a des choses à faire, je le sais par expérience parce que j'y suis allé ou parce que je connais des gens qui y sont allés. Toi, avec tes compétences, je pense que tu peux faire ça. Mais l'idée, c'est de donner des objectifs qui soient euh, atteignables, toujours. Sinon, tu perds tes équipes. Si les objectifs sont inatteignables, tu les perds. Mais dès le début, et c'est fini. La personne se dit, OK, d'accord, en fait, j'aurai jamais mes coms, c'est impossible, c'est pas réaliste. Donc, il faut des choses qui soient réalistes, atteignables, mais où la personne va devoir quand même s'impliquer et va devoir évoluer en quelque sorte. Donc, quand je dis évoluer, c'est sur le plan des compétences ou sur, par exemple, sa connaissance d'un territoire. Euh, Si demain, je te dis, tu dois développer X territoire, et ton objectif, c'est ça. Peut-être que tu es déjà présent sur 2, 3 territoires, mais tu sais que pour atteindre ton objectif, il faudra que tu t'ouvres le 4e territoire que je t'ai confié, parce que sinon, ça sera globalement compliqué. Ensuite, pour définir les objectifs, il y a aussi des métriques qui sont, pour le coup, alors des métriques, quand je dis des métriques, c'est des chiffres, des KPI que tu peux suivre facilement, et qui sont presque scientifiques en fonction du nombre de calls, d'appels, pardon, qui sont faits. Tu peux savoir le nombre de rendez-vous que la personne va avoir. En fonction du nombre de rendez-vous qu'elle va faire, tu peux savoir le nombre de besoins entrants qu'elle va récupérer. Nous, on parle d'appels d'offres parce qu'on reçoit en fait des appels d'offres sur des besoins de prestation de services IT. Donc, on nous demande par exemple un développeur informatique d'un langage particulier pour 6 mois. C'est ça que j'appelle un besoin. Et ensuite, en ayant en fait un certain nombre de besoins, tu peux savoir le nombre de signatures qu'elle est censée faire. En gros, si elle fait bien son travail, c'est des choses qui sont mesurables et qui sont déjà mesurées depuis très longtemps dans les industries, du coup dans la mienne. C'est ce qui permet aussi de donner du sens et de la confiance à la personne en disant ouais, mais peut-être t'as pas réussi, mais regarde le nombre de calls que tu as fait, regarde le nombre de besoins que tu as eu. C'est en dessous des ratios qui te permettent d'avoir la signature à la fin. Et tiens, justement, tu peux nous donner le détail de tout ça pour le hibou. Donc, pour arriver à une signature, combien d'appels d'offres tu dois faire, combien de rendez-vous tu dois avoir et combien d'appels tu dois faire? Ouais, alors alors je sais pas si ça va aider tout le monde là-dessus parce Ouais, que c'est très propre à. ouais, Mais en j'imagine. gros, ce qu'il faut considérer, c'est que quand tu fais à peu près une session de prospection entre 80 et 100 appels, tu es censé pouvoir décrocher au moins 2 à 3 rendez-vous. Ok. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Si t'as pas réussi, quand je dis 80 à 100 appels, c'est que il peut y avoir des personnes qui décrochent ou non, peu importe. C'est censé pouvoir se passer comme ça. Ça veut pas dire que tu peux pas faire plus, ça veut pas dire que tu vas pas faire moins, mais c'est quelque chose qui est censé arriver. Des appels d'offres ensuite, je vais être un peu plus mesuré parce qu'en fait, on est sur une activité qui tourne tellement en ce moment. En gros, le marché de la prestation de services est 10 fois plus gros que le marché de la publicité, qui fait qu'en fait, moi, j'ai envie de te dire que tu pourrais avoir potentiellement sur 2, 3 rendez-vous 3 besoins. Mais la réalité, c'est que c'est pas tout le temps comme ça. Tu peux en avoir beaucoup plus ou moins. Mais ce qu'il faut se dire, en fait, c'est que nous, en gros, la promesse qu'on a auprès du client, c'est que déjà, 1 personne sur 2 qu'on présente doit démarrer en mission. Donc ça, c'est une promesse qui est plutôt forte. Et ensuite, on souhaite en fait closer un besoin sur 3, en gros. Donc voilà. Donc en gros, pour 3 besoins, tu pourrais potentiellement faire une signature. Ça va de 3 à 5. Donc voilà. Donc après, en fait, en fonction de ça, si on dit que ton objectif, c'est de faire 2 signatures par mois, tu peux considérer que si tu as 10 besoins, tu pourrais faire 2 signatures. Je parle de besoins qui sont qualifiés, qui rentrent dans notre champ de compétences, etc. Parce qu'on reçoit aussi plein de besoins qui sont en fait des besoins où on sait qu'on ne pourra pas y répondre, c'est pas là où on est plus fort. On a beaucoup de concurrence, donc voilà. Mais c'est quelque chose sur lequel il faut être assez clair du coup avec la personne, en fonction de son territoire aussi, parce qu'il y a des territoires qui dit dans le métier on dit qu'ils crachent beaucoup d'appels d'offres, qui te permet d'avoir beaucoup d'appels d'offres. Il y a des territoires qui te permettent d'en avoir moins, tout comme il y a des endroits où tu fais plus de marge que d'autres. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire au cas par cas, mais il y a quand même des métriques, on va dire un peu globaux à prendre en compte. Et ça, c'est bien de les avoir en tête et c'est bien de faire en sorte que la personne dans ton équipe les a en tête. Parce que moi, je suis sur une activité avec des cycles de vente plutôt courts. Et du coup, faut se dire que concrètement, tu perds beaucoup plus de batailles que tu n'en gagnes.
Donc, il faut rappeler ça à la personne, pas pour la démotiver, mais pour justement la motiver, lui dire, c'est pas grave si tu as perdu là, 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 là. C'est logique. En termes de metrics, c'est logique. Et tu vas gagner si tu continues, en gros. Donc, c'est aussi un mindset ça aide en tout cas à appuyer sur le mindset parce qu'on se rend compte que c'est soutenu par des thèses presque scientifiques, j'ai envie de te dire. Donc, voilà. Quand tu dis que vous êtes en cycle court, là, vous êtes à combien de jours, plus ou moins? Alors, quand je dis qu'on est en cycle court, alors récemment, ça s'est plutôt rallongé. Mais en gros, on considère qu'au-delà de 2 semaines, c'est compliqué. Donc, ça fait 10 jours ouvrés. Ok. Ton opportunité est un peu morte, en quelque sorte. C'est des cycles courts parce que en termes de round de négociation, il n'y en a pas beaucoup. Donc, parfois, ça peut durer 10 jours, mais ça peut durer aussi 48 heures. L'idée, c'est que tu qualifies un consultant, tu le présentes et tu as un retour ensuite du client ou du prospect qui te dit je le prends, je le prends pas. Tu peux avoir une négociation sur le tarif, tu peux avoir une négociation sur la date de démarrage. Et puis ensuite, après, tu as la même négociation côté consultant et parfois côté achat, mais ça va quand même très, très vite. On est sur des besoins qui sont souvent à ZAP. On n'est pas Ouais. sur des notions de projet qui arrivent dans 6 mois ou des choses comme ça. Ouais, du coup, c'est dans les médias. Donc, du coup, c'était aussi un peu pour ça que ton nombre d'appels va être plus important que dans certains autres secteurs ou cycles de vente. Ou par exemple, enfin, moi, dans mon cas, dans notre boîte, on est surtout sur du grand compte. Donc, le cycle de vente, c'est 6 mois généralement. Et on n'a pas le même volume d'appels et on n'a pas Hmm. le même nombre de rendez-vous par semaine. Donc, c'est. D'accord. Bah, juste peut-être une précision. Ouais, En gros, nous, on travaille qu'avec des clients grands comptes, type CAC 40, etc. On ouais. travaille pas avec des startups. Après, je comprends ce que tu veux dire par rapport, j'ai regardé un peu ton activité, etc. Ah, Euh, Nous, là où le cycle de vente va être long, c'est sur le référencement en fait, auprès des achats, qui peut durer 2 mois, 1 an, etc. Donc, on a toujours en fait ce travail, et ce que j'essaie d'expliquer au profil plus jeune, de sprinter, où quand on a un appel d'offres, faut vite aller, et à côté de marathonien, où en fait, il faut aller voir les acheteurs quotidiennement pour être référencé, et ça, c'est un travail qui est plus long. Et bizarrement, c'est pas un cycle de vente parce qu'on vend rien aux acheteurs, on essaie juste d'être référencé concrètement. ouais, c'est une partie du Donc, process. Donc, de toute façon, ouais, t'es obligé de le faire. Donc, exactement. ok, ok. Voilà. Et pour revenir donc on était dans la partie de l'adhésion au projet en fait de ton équipe. Donc on a Ouais, déjà vu la partie des objectifs. Donc tu nous ouais. disais donner des objectifs réalisables, atteignables Mm. Mais principalement challengeant tout de même. et challengeants bien sûr. Ok. Ouais, Et après j'avais une question, c'était sur tu m'avais dit tout à l'heure en fait aussi qu'il faut déterminer les moteurs de chacun. Comment tu fais? ouais. Qu'est-ce que tu fais justement Alors, concrètement? ça, concrètement, c'est quelque chose que, idéalement, tu arrives à comprendre dès l'entretien d'embauche. À te dire, voilà un peu la perso de la personne, qu'est-ce qu'elle me dit. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien un peu mettre la personne en situation de stress parfois pour voir comment elle réagit. C'est pas pour lui en vouloir, mais je la mets dans Ouais. des exercices de prospection ou des choses comme ça Ok. pour voir comment elle réagit. Est-ce que la personne est plutôt batailleuse? Est-ce qu'elle est à l'écoute? Est-ce qu'elle a envie d'apprendre? Ou est-ce qu'au contraire, elle est inhibée? Donc ça, déjà, tu as des premiers indices lors de l'entretien. Ensuite, c'est dans le travail au quotidien. Tu vas voir si la personne est compétitive. Quand elle loupe une opportunité, est-ce qu'elle est à proprement parler blasée ou pas du tout? Est-ce que la personne fait juste ses heures ou pas? Donc voilà, après, pour comprendre ça, en fait, il faut travailler avec la personne, mais il faut aussi clairement lui demander. Et c'est pour ça que je pense que dans le management, il y a un management opérationnel à avoir qui est très important sur le suivi en fait des objectifs, le coaching pour s'améliorer au quotidien. Et il y a un management plus informel qui est de prendre des cafés avec la personne, qui est d'aller déjeuner pour apprendre à la connaître, savoir c'est quoi ses drivers, qu'est-ce qu'elle aime dans la vie. Et surtout, le meilleur moyen, c'est de dire, mais quels sont tes moteurs? Qu'est-ce qui permet de te réveiller tous les matins pour aller au travail ou qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Et si tu arrives à nouer une relation de confiance, en principe, la personne va répondre. Et de toute façon, ça sera corroboré parce que tu as pu voir toi dans tes échanges au quotidien et dans le travail. Mais c'est un point qui est très important parce que quand tu ne sais pas les moteurs de la personne, tu n'arrives pas à donner du sens au projet. Et ça, c'est compliqué. Quand tu sais pas, tu es complètement perdu et en tant que manager,
c'est dur à vivre et pour la personne en face aussi parce que du coup, il y a plus de motivation, trouve pas de sens au projet Mhm. et ça peut être catastrophique. Donc c'est vraiment important de comprendre comment la personne fonctionne. Il y en a qui aiment bien être mis au pied du mur. Il y en a qui ont besoin qu'on les câline en quelque sorte. Faut vraiment comprendre la psychologie de la personne. C'est essentiel. Ouais, et chaque personne, bien sûr, est différente. Ouais, Justement, et donc du coup, tu fais des rendez-vous, on va dire, ben, dans le cadre pro, mais aussi individuel, enfin individuel, ouais. qui sont un peu moins En- pro, en- ou... Bah, c'est toujours dans les horaires de travail, même si après on fait des after-work, des choses comme ça, parce qu'on est dans une start-up. Mais en gros, il y a des sessions qui sont mises dans un agenda à dire, bah là, c'est la session coaching. Et puis à un moment donné, il y a, viens, on va aller manger ensemble. Viens, on va boire un verre. Viens, on discute. Viens, on va faire une partie de ping-pong et parle-moi un peu de ton week-end, des choses, etc. Mhm. Euh, c'est des moments qui sont tout aussi importants, voire plus importants au final que le coaching en tant que tel sur quelque chose de très opérationnel. Car c'est le moment en Pour fait moi. qui te permet de créer la relation aussi avec ton équipe. Ouais, Plutôt, exactement. Et ce qui est dur, c'est d'avoir ça avec tout le monde parce que je te cache pas que tu peux avoir des personnes dans ton équipe avec qui t'accroches moins, tu as des facilités avec d'autres, t'en as que tu comprends, d'autres que tu ouais. comprends moins. Il faut arriver à être juste, équitable, et de toute façon, et à driver tout le monde hein, dans le même sens. Donc voilà. Et tu fais comment justement avec les personnes avec qui ça marche pas trop? Bah, alors quand ça marche moins bien, euh, ouais, il faut. J'ai de la chance, c'est Ouais. que c'est même pas trop arrivé, mais tu vois, la Mhm. semaine dernière, on a fait justement un exercice. J'étais en formation justement sur le leadership et le management, je t'en parlais tout à l'heure. Ouais. Et en gros, on a fait une simulation où j'avais un de mes collègues qui jouait la personne qui n'avait aucune ambition, qui faisait ses heures. Moi, je suis pas un gars qui regarde les heures, mais c'était, on va dire que je caricature. Mais il fait ses heures, il fait ses jobs, il est content, il les fait pas, c'est pas grave. Il est un peu en roue libre, mais pas totalement. Il reste quand même professionnel, voilà. Et moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal, c'est d'avoir quelqu'un qui est très peu ambitieux. Et en fait, pendant l'entretien, j'ai échangé avec lui, j'ai essayé de comprendre ses moteurs et je les trouvais pas. Je lui proposais des choses, je lui disais mais voilà le sens de ce que tu fais, et voilà ce que ça pourrait t'apporter. Et à la fin, ça commençait un peu à m'agacer et ça s'est ressenti. Et puis à la fin, je lui dis franchement, j'espère pas avoir ce cas-là parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Après, c'est pas parce que du coup t'es pas en phase avec la personne qu'il faut la virer ou quoi. Ouais. Mais il faut creuser, il faut mettre 2 fois plus d'efforts, faut comprendre. Et puis après, parfois, il faut aussi accepter de se dire, bah, cette personne, elle est comme ça. Et en fait, si elle fait pas d'erreur grave, si elle met pas une mauvaise ambiance, et si elle fait globalement un peu ses objectifs, bah, j'ai le droit aussi de la laisser se cantonner à ça. On n'est pas tous dans un but de progresser tout le temps. Il y en a Ouais. qui vivent très bien leur vie aussi en faisant leur travail et à côté en s'éclatant sur d'autres choses. Donc parfois, il faut aussi accepter et pas juste rester sur ses propres croyances. C'est ce qui est dur dans le management, c'est que tu viens avec tes propres croyances sur plein de choses et il faut savoir en fait les abandonner ou les laisser de côté quand tu es face à une personne parce qu'elle a aussi ses propres croyances et il faut que toi en fait bah, tu t'adaptes. Donc j'ai envie de te dire adapte-toi, lâche pas l'affaire et parfois accepte des choses parce qu'avec le recul tu te rendras compte que c'est pas si grave au final. Oui, comme tu dis, je pense que Après, c'est... Ouais, vas-y. pardon. Juste, voilà, c'est dans le cas où ça se passe plutôt bien sur le plan des résultats, des choses comme ça. Par contre, si ça se passe pas bien, bah, il va falloir recadrer la personne, l'avertir, l'aider, comprendre, etc. Mais on n'est pas dans la même pédagogie, on va dire. Donc voilà. Ça peut avoir du bon, hein. Parfois, c'est dans le recadrage que tu vois la personne, ce qu'elle a vraiment en elle, et parfois, en fait, c'est quand elle est au pied du mur qu'elle se révèle. Parfois, non. Donc voilà. Ok. Et bon, maintenant, on va revenir sur la deuxième partie que tu étais en train de me parler tout à l'heure. Donc, Ouais, bah, animer, donc tes équipes. Du ouais. coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, en fait, justement, chez le Hibou, bah, pour animer ton équipe? Bon, ce qui est bien avec le hibou, c'est que au-delà des équipes, il y a plusieurs équipes, il y a un cadre global qui fait que déjà c'est un peu animé. Quand il y a de la signature, c'est toujours une fête, il y a un gong, tout le monde s'applaudit, c'est sympa. Euh, on fête les signatures parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de défaites. Et c'est pour ça qu'une signature, une bonne nouvelle, doit tout le temps être fêtée selon moi.
à juste proportion, hein. Mais il faut fêter, il faut féliciter la personne sans mettre de mais derrière, parce que sinon tout ce que tu lui as dit avant ne vaut pas grand-chose. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très important, c'est de féliciter, c'est de fêter, c'est d'avoir des événements en dehors du travail, c'est de prendre le temps aussi voilà, de faire des ping-pong, des baby-foot si tu peux, faire des karting, faire des choses comme ça. C'est les mettre dans des conditions plutôt optimales. C'est de leur faire prendre la parole sur des sujets. Euh, donc c'est voilà, aujourd'hui on a telle problématique, venez on brainstorm tous ensemble et on voit ce qui se passe, quoi. Ou parfois donner un sujet, déléguer, et eux vont animer, vont s'animer en quelque sorte autour de ce sujet-là. Et ensuite il y a tout ce qui est suivi des objectifs qui est important. Donc là, l'animation, elle n'est pas fun au sens propre du terme, mais bon, il faut qu'il y ait régulièrement des points sur les objectifs. Après, moi, ce que j'aime bien mettre en place, c'est tout ce qui est gamification, Ok. qui marche très bien en fait avec les commerciaux, et c'est des choses que tous les managers font ici. On essaye de gamifier un peu tout. On a un système de podium pour savoir qui est le meilleur commercial à la fin de la semaine, qui est le meilleur à la fin du mois. Et c'est pas un truc qui est subjectif, c'est sur des chiffres, nombre de rendez-vous pris, nombre d'appels d'offres pris, nombre de signatures faites, des choses comme ça. À la fin, il y a une récompense. En fonction du nombre de points que tu as eu, on a un petit budget alloué pour offrir quelque chose. Tu peux gagner, je sais pas, un pull, un drone, plein de choses comme ça. Donc la gamification est quelque chose qui est très important. Dans la prospection aussi. Moi, je pense qu'en fait, faut mettre de la gamification un peu partout, mais surtout dans les tâches qui peuvent paraître rudes, ennuyeuses, embêtantes, Ouais, répétitives. pour que ça aide tes Ouais, équipes justement à être un peu à sortir de justement de la routine de tous les jours, j'imagine. Bah, enfin, c'est ouais, la prospection. Enfin, il y en a plein qui la voient comme bah, que c'est chiant, enfin, qu'il faut le faire tous les jours, mais justement, enfin, ouais. ça vous aide à, bah, à les Mm. motiver, j'imagine. Exactement. On Ouais. faisait gagner une bouteille de champagne, d'un super bon champagne, pour justement motiver les personnes. D'ailleurs, un point qui est important, c'est qu'en fait, si tu mets du jeu et de l'enjeu, faut que le jeu, enfin, faut que concrètement la récompense soit sympa. Si tu proposes un truc au rabais, ça va créer tout l'effet inverse. La personne va se dire, attends, il nous demande de se casser la tête pour avoir le stylo que tout le monde peut avoir, quoi. Donc, tu vois, le stylo, le hibou que j'ai là, tu vois. Si tu leur dis, bah, la récompense, c'est que t'en gagnes un, mais que tu sais que si tu vas te servir là-bas, tu peux l'avoir, c'est pas Ouais. top. Donc, c'est pour ça que faire gagner un drone, par contre, c'est sympa. Euh, donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est sympa. Et aussi, il faut créer une espèce d'émulation ou de compétition positive. Moi, je suis beaucoup dans un mode où je vais charrier mes équipes, les personnes autour de moi, les autres équipes. J'aime beaucoup ça. Ça crée de l'ambiance et ça met de la vie, hein, concrètement. Donc voilà. Ok. Et pour revenir sur ce que tu étais en train de dire là, juste avant de parler de la gamification, tu parlais du suivi des objectifs. Qu'est-ce que tu fais justement bah, pour, enfin, qu'est-ce que vous avez mis en place chez le Hibou pour voir le suivi des objectifs? Vous faites des réunions, vous avez des tableaux où vous voyez les résultats? Comment vous faites ça? Bah, déjà, il y a une réunion commerciale tous les lundis où tous les commerciaux sont là et présentent leur activité de la semaine dernière et de la semaine à venir. Donc en termes de rendez-vous, de signature, de besoins entrants. Donc ça, déjà, c'est un très bon moyen de savoir qu'est-ce qui se passe. Et c'est un bon exercice parce que c'est un peu devant tout le monde. Donc ça peut faire un peu ce qu'on appelle une revue de slip en quelque sorte. Mais c'est bien parce qu'on est dans une ambiance bienveillante. Et l'idée aussi, c'est d'échanger sur des bonnes pratiques, sur des besoins où il y a des similarités. Ah, ton client, il a tel besoin, le mien aussi. Ah, ben, on pourrait faire une recherche commune, des choses comme ça. Donc il y a cet aspect-là. Ensuite, il y a un suivi, moi, que j'essaie de faire qui est hebdomadaire avec des personnes en one-to-one qui peut prendre 15 minutes, 20 minutes, 1 heure sur où est-ce qu'ils en sont, quels sont les points de blocage, comment je peux les aider. Et du coup, tout ça est rappelé par rapport aux objectifs. Alors, le but, c'est de pas de rappeler les objectifs tous les jours, hein, parce que sinon, ça met de la pression, c'est pas très fun, mais c'est d'avoir des points de passage tous les mois, tous les trimestres, pour donner du sens à tout ça. Mais du coup, voilà ce qu'on fait. Et après, sinon, on fait souvent une revue de 5 minutes par jour, très rapide,
qu'est-ce que tu as fait, où est-ce que tu en es, tu as des besoins, oui, non, ok. Voilà, je sais où tu en es, tu sais où j'en suis. Et d'ailleurs, vu qu'on travaille on travaille en fait avec des équipes côté matching parce qu'on fait aussi beaucoup de recherches. En fait, on nous demande de trouver des profils. Donc, on a un pôle qu'on appelle matching, mais qui est un pôle RH ou chasseur de tête. Euh, on a aussi mis en place des outils pour concrètement faire du reporting, à dire où est-ce que le commercial en est sur son cycle de vente, en gros. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour moi aussi, parce que du coup, même sans demander en fait à la personne, je sais où elle en est, parce que j'ai juste à regarder là-dedans et puis c'est très bien. Euh, donc, euh, donc voilà ce que je peux te dire en termes de suivi des objectifs. Ok, justement, bah, merci pour l'explication. Après, on va revenir sur... enfin, là, on en revient un peu au début de l'épisode. Tu avais parlé de la formation, justement, qui était le troisième pilier Ouais. des, dans le management, enfin dans le challenge du management des commerciaux. Mm. Donc là, c'est une partie, on va dire, j'ai pas mal de questions parce que, comme je t'ai dit justement avant qu'on commençait à enregistrer l'épisode, là, bah, je vais rentrer justement aussi dans un poste de manager. Et Mm. justement, la partie formation, c'est une des parties en fait sur laquelle j'ai pas mal de questions. Donc Ouais. pour toi, c'est quoi justement la meilleure façon en fait dans la formation pour faire que ton équipe soit performante? Bon, un suivi, il y a une formation du quotidien, ou du moins un rôle de coach au quotidien, qui est pas le Ok, rôle du manager, hein, à bien prendre en compte la différence. Le manager, il a un poste hiérarchique qui est défini avec une certaine autorité de par ce poste. Le coach a pas ce rôle-là. Le coach a un rôle, euh, pas de conseil, mais de faire émerger des solutions euh, chez la personne. Donc plutôt de questionnement d'ailleurs. C'est comment tu as fait pour en arriver à là, où est-ce que tu en es, etc. Et puis en fait, la personne doit en principe réfléchir tout seul et trouver en quelque sorte la solution. Donc voilà. Tu as un coach, tu as un rôle ensuite, voilà, aussi. Dis-moi, tu voulais peut-être me dire quelque chose. c'est ouais, justement, je vais te poser la question. Ça, c'est des séances qui sont différentes de tes rendez-vous en individuel avec tes commerciaux ou Totalement, ok. totalement. Je considère que quand tu as un message, en fait, c'est compliqué de faire passer plusieurs messages à une personne. Comme quand tu es en rendez-vous avec un client ou du moins un prospect, tu peux pas lui vendre ton offre, essayer de prendre un rendez-vous en même temps et de savoir qui est l'autre personne à contacter en même temps. C'est un peu pareil quand tu manages quelqu'un. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour les objets, il y a un temps pour le développement personnel, il y a un temps pour j'apprends à te connaître, et il y a un temps pour du coaching autour de quelque chose qui est très formaté au préalable. Dire on va faire de la prospe aujourd'hui parce que j'ai détecté que on pourrait s'améliorer là-dessus. En gros. Donc c'est vraiment des temps à part et d'ailleurs c'est des sessions qu'on appelle moi j'ai appelé sessions de coaching et que je mets dans l'agenda et on prend des sujets. Et d'ailleurs parfois il n'y a pas d'ordre du jour et je demande à la personne, je dis bon sur quoi t'aimerais qu'on parle concrètement, sur quoi tu voudrais que je t'aide et la personne te dit souvent ah sur ça j'ai eu telle difficulté, ok on va pitcher, t'as eu du mal à pitcher, on va pitcher. Donc c'est vraiment des temps qui sont pris à part. Euh, qui sont importants, vraiment. Moi, en fait, au début, j'étais très sur le management très informel. J'étais un coach un peu conseil, grand frère, qui était là pour t'aider et te souffler les réponses parfois. Et j'ai appris, même récemment, on va dire, à formaliser en quelque sorte mon management. Formaliser, ça veut pas dire être plus dur ou plus distant, mais plus à vraiment prendre des vraies sessions où on se met dans une salle et puis on dit, on, on fait ce qu'on avait prévu de faire, et etc. Et moins dans, ah, je te dis un truc entre deux portes, ça va t'aider. En gros. Donc voilà. Mais pour arriver à cette formation-là, il faut concrètement connaître les forces et faiblesses des gens avec qui tu travailles. Ouais. Et ça, au début, tu peux pas le savoir. Tu peux avoir des idées, mais en fait, c'est à travers l'échange et à travers un accompagnement très rapproché que tu vas pouvoir faire un petit audit de l'équipe que tu as, si c'est une équipe qui est déjà existante, et te dire, OK, j'ai détecté ça, 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 ça. Maintenant, on va en parler au cas par cas avec eux.
Alors parfois, il y a des messages globaux à faire passer, hein, parce qu'il y a des choses qui touchent tout le monde. Mais ensuite, c'est très bien de prendre une approche personnalisée. Et c'est pour ça que moi, j'accorde maintenant beaucoup d'importance à tout ce qui est évaluation des degrés d'autonomie sur des tâches précises. Donc, je découpe en fait toutes les missions qu'un commercial doit avoir chez le hibou en sous-tâches. Et en fait, je fais une évaluation que je co-construis d'ailleurs avec la personne, où je lui dis, voilà, il y a 4 degrés d'autonomie selon moi. Il y a le degré où tu ne sais pas du tout, et c'est pas grave. Et je vais devoir, du coup, concrètement t'aider dessus, t'apprendre. Il y a un degré où tu commences à être un peu autonome, mais tu as besoin d'aide. Un autre degré où on va être dans le participatif. Je vais te questionner, je vais te faire participer à mes échanges, etc. Et le dernier degré, qui est le délégatif, je peux complètement te faire confiance. Tu es totalement autonome. Tu n'as pas besoin de me demander mon avis parce que t'es bon là-dedans. Et ça, je le construis avec la personne parce que c'est bien de voir le recul qu'elle a sur elle-même, en fait, en gros. Et de voir si elle est lucide ou pas, et de voir aussi les points de divergence, parce que moi, je prétends pas avoir la lucidité absolue. Et peut-être qu'il va me dire, ah, mais oui, mais moi, je pense ça, regarde cette situation, et toi, tu dis, ah, ok, d'accord. Mais ce qui se passe, c'est que là, on l'a fait récemment, et on s'est rendu compte que sur 40 tâches, il y avait peut-être 3 tâches où on n'était pas totalement d'accord sur le degré d'autonomie au début, et puis après, argumentation, on l'était. Mais sur le reste, la personne était hyper en phase avec moi-même. Et du coup, c'était sympa parce qu'à la fin, on s'est dit, ben voilà, sur les degrés 1 et 2 où toi, t'es pas très autonome, je vais t'accompagner. Et à la fin, on a sorti 10 tâches et on s'est dit, voilà, sur quoi seront nos séances de coaching. Et la personne était d'accord. On les a ensuite planifiées dans le temps. Et du coup, c'était hyper simple parce que tu l'as fait adhérer à la chose. Euh, elle a compris le sens. Elle sait que c'est pour elle. Elle sait que ça va donner des résultats. Elle sait que ça va servir les objectifs. Donc c'est super bien. Ouais, et comme Voilà, ça, c'est beaucoup plus personnalisé pour chaque personne. Et là, justement, effectivement. c'est parce que justement, enfin, justement, je me posais pas mal de questions sur ça. C'est comment, parce que chaque a la vision d'équipe, il y a l'équipe à faire progresser, mais après, chaque personne est différente et chaque personne n'est pas au Ouais, même, n'a pas la même expérience pour chaque tâche, comme tu étais en train de le décrire. Et effectivement, j'ai ouais. bien aimé comment tu as expliqué le truc, justement, de bah, faire l'évaluation des sous-tâches, Mm, bah, des tâches que les personnes ont dans ton équipe. Et comme ça, tu vois le mm, niveau que chacun a et tu sais sur quoi bah, focus chaque personne. Et tu sais, mm. bah, tu connais leurs axes d'amélioration, en gros. Tu Ouais. sais où ils Et doivent puis du s'améliorer. coup, tu peux gagner du temps parce que tu vas te rendre compte que Paul, il est moyen dans la création d'un fichier de prospe et Laura pareil. Donc tu dis, ah ben on va pouvoir faire une session commune parce qu'ils sont au même degré de maturité, ça a du sens plutôt que faire deux sessions différentes. Ouais. Et surtout, ça te permet aussi d'expliquer parfois quand la personne sous-performe ou performe, de dire, ah, mais c'est logique parce qu'en fait, là, elle est pas mature sur ça, là, elle est pas encore autonome, ainsi de suite. Alors que moi, avant, j'avais une tendance un peu à globaliser la personne, me dire, ouais, elle est autonome ou elle l'est pas. Et en fait, le risque, c'est quand elle était pas autonome, j'étais, on va dire, un peu directif, je prenais beaucoup la main de la personne et je lui montrais. Et quand je la jugeais autonome, j'arrivais pas à comprendre pourquoi elle a réussi. C'est pas parfois. Parce que je me disais, mais c'est bon, il a le bon discours, il est bien, machin et tout. Et en fait, quand tu creuses après, et que tu découpes tout en sous-tâches, tu commences à dire, ah ouais, mais en fait, c'est vrai que sur cet aspect-là, sur le closing, il a un peu du mal. Sur le pitch, en fait, il est très bien en pitch de prospe de 30 secondes, mais en fait, quand on le fait pitcher 30 minutes devant un client, c'est pas pareil. Et ainsi de suite. Et du coup, ça t'éclaire énormément et ça éclaire aussi la personne. La personne, du coup, se dit, ah, en fait, je suis pas parfait, même si elle le sait, hein. Mais elle se dit, ah, je vois mes points d'amélioration. Si j'améliore, c'est obligé que j'aurai des résultats. Ok, bah, c'est clair. C'est Voilà. c'est exactement ça. Là, juste pour récapituler ce que tu étais en train de dire, donc du coup, euh, on parlait des séances justement de coaching. Donc, tu étais en train de dire que les séances de coaching, ça va être des séances différentes aux séances en fait, individuelles que tu vas avoir avec tes équipes. Et Mm. en fait, il y avait une question que je me posais, c'était comment tu structures ta semaine. Genre, bah, le lundi, enfin, en gros, D'accord. décris-moi plus ou moins, en fait, bah, du Ouais. lundi au vendredi, en fait, à quoi ressemble ta semaine. Ouais, le lundi, en fait, le matin, on a cette réunion dont je te parlais avec tous Ok. les commerciaux. Ça prend globalement la matinée, mais c'est une réunion qui peut paraître un peu au début,
Bon, quand tu arrives, t'es pas à l'aise, hein, t'as rien à présenter quand tu es nouveau commercial. Donc, tu dis tout le monde a des belles choses à dire et moi, j'ai rien à dire. Donc, c'est compliqué. Mais du coup, ça te fait naître un sentiment de j'ai pas envie de revivre ce sentiment, en gros. De se dire, j'ai pas envie de me retrouver, alors que tu l'es pas, hein, mais en tant que nouveau commercial, à chaque fois, tu te dis, il faut que je prouve, c'est un peu honteux, j'ai pas de rendez-vous, j'ai pas de besoin, j'ai pas de signature, tous les autres ont des trucs et moi, j'ai rien. Et ça permet aussi de voir un peu quelle est la semaine type qu'un commercial doit avoir. Donc nous, un commercial, la semaine type qu'il doit avoir, c'est 5 rendez-vous. Et je me mets dedans. Donc 5 rendez-vous, ça peut être des rendez-vous avec des prospects, des clients et des présentations pour faire des deals. En gros, les présentations, c'est quand je présente un consultant lorsque j'ai un besoin. Donc voilà. Donc mes semaines, vu que je reste quand même encore opérationnel, euh, sont axées autour quand même de mon activité commerciale. Euh, et ensuite, ça va être axé autour de beaucoup de coaching en fait de la personne. Hein. Donc 2 à 3 sessions de coaching Par semaine ou par semaine, par semaine? Ok. ouais, d'1 heure. Les points dont je te parlais de 5 minutes ou 10 minutes, puis un point en fin de semaine euh, qui est en fait presque le point pour préparer ce que la personne va dire le lundi, en gros. Comme ça, moi, je suis au courant, j'apprends pas des choses le lundi devant tout le monde. J'ai une vue sur l'activité, je la conseille, je l'aide et on a déjà prévu des actions. Et puis le lundi, en fait, on a déjà en tête ce qu'on va faire, en gros. Donc voilà comment ça reste quand même décousu. Je te le cache pas que ça reste un Ouais. peu décousu parce que je pense que je suis encore trop opérationnel pour avoir des choses très carrées et ça me plaît d'être aussi très opérationnel parce que j'aime bien faire du commerce. Donc voilà. Mais il faut vraiment prendre un temps pour les autres. Et d'ailleurs, tu verras qu'au début, ce qui est bizarre, c'est que tu dis ah mince, je commence à moins signer, je fais moins de business, c'est un peu bizarre. Et t'es un peu déçu. Et en fait, quand tu regardes le temps que tu prends pour les autres tu dis, ouais, mais lui, il est passé de 0 signature à 2 par mois. C'est grâce à lui, mais c'est aussi grâce à moi. Donc, il faut accepter aussi, faut faire un peu le deuil de sa vie de commercial d'avant. Tu feras plus les mêmes résultats ou plus pareil parce que si tu es vraiment quelqu'un qui est passionné par tes équipes et par le management, euh, tu vas mettre beaucoup de temps là-dedans. Ouais, justement, c'est l'objectif de toute façon du manager, c'est de pousser tes équipes à s'améliorer. Enfin, bah, Ouais, comme tu disais tout à l'heure, justement, c'était l'objectif final, en fait, c'est de voir tes commerciaux bah, progresser, clairement. ouais, Et de toute façon, c'est la plus grande satisfaction, j'imagine, de les voir ouais, commencer peut-être à 0 signature et après bah, à vendre et après à prendre des positions plus importantes dans la boîte. exactement. Et à être certainement les managers de demain, des choses comme ça. Euh, D'ailleurs, faut pas mettre d'ego là-dedans. Le but, c'est quand même, enfin, j'ai pas mal d'ego, mais je pense que chaque commercial en a. Mais le but, c'est quand même de se dire, j'ai la chance d'avoir un gars à façonner ou une fille à façonner qui vient avec ses qualités et ses points d'amélioration. Essayons de faire en sorte qu'elle soit meilleure que moi. Euh, Ouais, et ça, c'est le must, en fait. Alors, il y en a au début qui disent, ah ben non, j'ai pas envie que ce soit meilleur parce que je vais perdre en légitimité et tout. Euh, un bon manager, un bon coach n'est pas forcément le meilleur dans sa discipline déjà. Euh, et d'ailleurs, tu peux prendre par exemple l'exemple du football. Les plus grands entraîneurs de foot sont rarement les meilleurs joueurs de l'histoire. Tu vois, bon, il y a des exceptions. Là, Zidane, il a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. Mais si tu prends d'autres entraîneurs, type, je sais pas, José Mourinho à une époque, pour ceux qui aiment le foot, cette personne n'a jamais eu des résultats dans le foot en tant que professionnel top quand il était joueur. Mais ouais. par contre, en tant que coach, il a fait des belles choses. Donc, il faut pas mettre d'ego là-dedans. Il faut accepter que tes équipes ou des personnes de ton équipe soient meilleures que toi, même s'il faut rester exemplaire. Il faut quand même être dans une bonne dynamique. Euh, donc voilà. Et c'est trop bien si tu arrives à faire en sorte qu'il y ait un gars dans ton équipe qui est meilleur que toi sur les aspects commerciaux. C'est génial, quoi. Tu te dis top, quoi, top, parce que lui, il va te permettre d'atteindre les objectifs de l'équipe et de la boîte. C'est exactement ça. Là, on va arriver sur les dernières questions en fait de l'enregistrement. Ouais, Donc, c'est des questions un peu plus généralistes sur la vente. Donc, du coup, très bien. quel est le livre qui a le plus influencé ta vie de commercial et pourquoi?
C'est très drôle. Alors, tu vois, tu avais interviewé Shalom Malka, que je connais, avec qui j'ai travaillé. Et Oui, il avait répondu sur des livres assez intéressants que j'avais lus. Et je dois te dire qu'en fait, moi, j'ai pas lu énormément de livres sur le commerce. J'ai plus lu des livres sur l'entrepreneuriat. ok. Mais du coup, je trouve que en fait, justement, un commercial, en fait, c'est un entrepreneur dans l'entreprise. Euh, et je pourrais te citer deux. Bon, je vais te citer quoi? La semaine des 4 heures. Alors, ça va être un peu bizarre. Il y a peut-être des managers qui vont criser là-dessus. De Timothy Ferriss, qui est un entrepreneur accompli, aguerri, etc. Et qui explique en fait comment garder en fait, comment créer des business en travaillant seulement 4 heures par semaine et qui te rapporteront autant que ton salaire. Le but, c'est pas de pousser les commerciaux à devenir entrepreneurs en créant une structure, mais c'est plutôt d'être efficaces dans leur approche, de mettre l'énergie là où ils doivent la mettre. Timothy Ferriss parle souvent en fait de la loi de Pareto, qui est la loi des 20-80 ou 80-20, 20% d'efforts pour 80% de résultats. Je préfère travailler avec des commerciaux qui ont cette approche-là, à se dire je mets toutes mes forces dans des cibles, des clients, des opportunités où je sais que j'ai une forte chance de convertir, plutôt que des personnes qui mettent un peu beaucoup d'énergie partout. Mais au final, quand tu es partout, tu es un peu nulle part. Donc moi, je trouve que ce livre est plutôt pas mal. D'ailleurs, il t'aide aussi sur la gestion du temps. Et quand tu es commercial, tu es concrètement, en fait, t'enchaînes plein de petites tâches, un mail, un coup de téléphone, un SMS, une réunion, des choses comme ça. Et ce livre est pas mal aussi pour apprendre à gérer tes mails, à gérer ton temps, à prioriser, parce que le commercial doit sans cesse prioriser en fait les choses. T'as une mission, je sais pas, t'as un consultant qui sort de mission, c'est un peu la crise d'un côté, de l'autre côté tu dois signer une affaire, de l'autre côté tu dois renvoyer un contrat, t'as ta prospection à faire, etc. Et ce livre aide pas mal là-dessus. Je pense qu'un bon commercial, c'est un commercial qui est assez méthodique, qui est bien organisé et qui a le sens de l'opportunité. Et c'est ça que j'aime bien dans le livre de Timothy Ferriss, c'est cette notion des 20-80, c'est je cherche là où il y a la meilleure opportunité pour aller concrétiser. Ouais, c'est ce que j'allais dire justement. Au début, tu étais en train de me parler du livre, je l'ai pas lu, donc c'est pour ça que j'avais pas trop, je comprenais pas pourquoi tu me disais ce livre-là exactement. Mais Ouais. une fois que tu as commencé à l'expliquer, bah, en fait, en gros, c'est exactement bah, l'état d'esprit qu'un vendeur doit avoir, en plus d'être bon, en fait, bien sûr, tu dans quasiment toutes les Mm, tâches qu'il doit faire tous mm. les jours. Mais il y a la gestion du temps, c'est super important. Parce que comme tu Ouais, disais, un email, bah, peut-être ça prend 5 minutes, mais enfin, quand t'en fais plein dans la journée, ça peut te prendre beaucoup de temps. Donc du coup, il faut savoir ouais. comment prioriser tes tâches. Mm. Justement, c'est bien, ça va permettre d'introduire la question suivante qui est quel conseil donnerais-tu à une personne qui est sur le point d'entrer dans le monde de la vente? Bah justement, c'est très lié. En gros, moi, je lui conseillerais de changer son mindset et pas de se voir comme un vendeur, mais plutôt comme un entrepreneur. Alors, entrepreneur, du coup, qui a quand même une hiérarchie au-dessus de lui, etc. Mais de considérer en fait son business comme une vraie petite boîte qui va devoir faire grossir. Et du coup, ça donnera beaucoup plus de sens parce qu'en réalité, je connais pas un commercial qui est pas vraiment indépendant en fait. Ils sont tous quand même relativement indépendants. Et en fait, quand tu conçois en fait tout ça comme un entrepreneur, comme ta propre petite entreprise, tu mets beaucoup plus d'efforts. Et d'ailleurs, c'est un sujet sur lequel on a échangé en fait avec un de mes collègues. Et je trouve que le mindset d'aujourd'hui, en plus des générations d'aujourd'hui, est très tourné vers l'entrepreneuriat, le culte de la start-up, le culte de l'indépendance, du sens, la génération du pourquoi, des choses comme ça. Et du coup, quand tu es entrepreneur, bah, tu as l'impression de concrètement travailler pour toi. Et puis, de toute façon, moi, je trouve qu'un système qui est sain, c'est un système qui est basé plus sur les coms que sur le fixe. Euh, et du coup, si tu as cette notion d'entrepreneuriat, tu te dis, ah, je travaille pour moi, il faut que j'aille chercher ça pour moi et du coup pour l'entreprise. Mais je trouve que ça a de l'impact. Que quand tu te vois comme un commercial parmi les autres, ça peut presque être péjoratif. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ont des avis un peu biaisés sur le commerce, sur le commercial, qui se disent que c'est un requin, etc. Moi, je préfère leur dire qu'aujourd'hui, on est plein d'entrepreneurs qui travaillent peut-être pour une grande entreprise ou une plus petite et on va tous dans le même sens. Donc, vraiment, c'est plus sur un changement de mindset
au-delà d'actions très concrètes et tout ça. Mais sinon, je lui dirais, comme je t'ai parlé tout à l'heure, la loi de Pareto, mets les efforts là où tu penses que ça peut convertir. Va pas partout. Euh, Ouais, Essaie pas de faire priorise. l'impossible. Ouais. Priorise et tu auras des résultats rapides. Parce que je pense que quand tu es au début commercial, ce qui est important, c'est d'avoir ce qu'on appelle des quick wins, c'est des victoires rapides pour te mettre en confiance et pour aussi montrer aux autres que t'es pas trop mal, en gros. Donc, il faut être un peu opportuniste et malin. Voilà. Et on arrive sur l'avant-dernière question. Quels sont les outils que vous utilisez chez Le Hibou dans l'équipe de vente? Bah alors, en CRM, on utilise Pipedrive, Ok. en gros, qui est un bon CRM, assez complet. En plus, il me semble que c'est gratuit, si je dis pas de bêtises. Tu peux débloquer des fonctions payantes, mais en vrai, sur la partie gratuite, c'est très bien. Pour avoir travaillé en plus à Microsoft avec Dynamics, au final, je trouve que Pipedrive fait très bien le job. Et t'as Salesforce qui est très bien, mais pour des petites structures, Pipedrive est pas mal. On utilise Trello, qui est un outil à la base qui est plutôt utilisé pour le développement. Nous, ça nous permet plutôt de suivre nos opportunités et c'est plutôt pas mal. Et ça me permet aussi de mettre des to-do, de faire des choses comme ça au quotidien. Et ensuite, on utilise notre plateforme, lehibou.com, qui est en fait notre vivier de consultants, comme je te l'ai dit, qui est un super moteur de recherche. C'est là où on rentre en fait toutes les avis et notations qu'on a sur les profils, un peu à l'image d'un TripAdvisor. Et du coup, c'est vraiment génial pour nous d'utiliser en fait notre propre outil. C'est hyper gratifiant, hyper valorisant, et d'autant plus qu'on a des clients qui utilisent le même outil que nous, donc c'est assez génial. Après, j'utilise beaucoup LinkedIn pour ma prospection, pour cibler mes comptes. Et ensuite, rien de particulier, la suite Office, des choses comme ça, mais voilà. Ok, bah, du coup, merci pour la liste. Et Y a pas de on souci. arrive sur la dernière question. Donc, c'est pour ceux qui écoutent et qui veulent s'améliorer, quel serait ton défi à mettre en place dès demain dans leur poste de sales? Bon, en gros, euh, moi je dirais que si on parle du sales manager, c'est surtout de donner du sens quotidiennement avec les générations, comme je t'en ai parlé tout à l'heure, cette génération du pourquoi dont je fais partie. Il faut donner du sens continuellement parce qu'aujourd'hui, tu as des jeunes qui arrivent, qui sont très talentueux, qui en veulent beaucoup, mais qui se lassent très vite. La phrase qu'on entend souvent, c'est j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de la question. Au bout d'un an, au bout de 2 ans, même au bout de 6 mois parfois. Du coup, la quête de sens est très très importante et je pense que le manager doit vraiment travailler là-dessus au quotidien avec ses équipes. Et je pense que même le sales au quotidien doit donner du sens à son travail parce que faire de la pros pour faire de la pros, ça peut paraître horrible en fait. Et il faut que, si en fait il sait que la prospe avec X appels, ça va lui permettre d'avoir à la fin une signature, il comprend le cheminement en gros. Donc il faut tout le temps rappeler ça. Il faut que la personne aussi quand elle travaille, elle arrive à donner un sens à son travail sans pour autant tout remettre en question non plus. En gros, le but c'est pas de devenir embêtant, à tout le temps tout remettre en question. Donner du sens, c'est juste comprendre pourquoi on fait les choses. Mais ça veut pas dire ah d'accord, je sais pourquoi et pourquoi pas faire comme ça, pas faire comme si. Faut pas partir dans cette idéologie-là. Côté sales, j'ai envie de leur dire prenez en fait votre typologie de client que vous avez actuellement, identifiez concrètement quels sont les 20% qui vous rapportent 80% de votre chiffre d'affaires, laissez tomber un peu les autres et focussez-vous sur cela. C'est une démarche qui est pas facile à faire. En gros, de se dire je laisse tomber des clients ou je m'en occupe moins. Et le but c'est pas de les laisser tomber complètement, il faut les suivre, mais plutôt que de se dire oh, je vais continuer à prospecter sur ce compte parce que j'ai eu 2 besoins, j'ai fait 3 signatures. Va plutôt là où ça signe tout le temps en fait, et mets beaucoup plus de force là-dedans. Donc vraiment de faire ce travail de cartographie et de se dire ok, je remarque que c'est chez ce client que ça signe le plus, ou c'est avec cette typologie de besoin que ça signe le plus, et derrière investir le paquet dessus en fait, en gros. Donc je leur dirais vraiment aller là-dessus parce que moi j'ai toujours cette démarche là de 20-80 qui me taraude l'esprit toute la journée et je pense que ça sera hyper utile pour eux parce qu'ils vont faire un blog de business concrètement. Donc voilà. Ouais, super, merci pour les conseils pour les managers et aussi pour les commerciaux. Et Ça avec du plaisir. coup, j'ai demandé, est-ce que, enfin,
tu as quelque chose à rajouter, car là, on arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour les auditeurs? Bah, simplement déjà te remercier parce que c'est une expérience hyper chouette pour moi. C'est Avec hyper plaisir. sympa. Les questions étaient hyper pertinentes. Et d'ailleurs, j'ai regardé beaucoup de tes interviews. À chaque fois, j'ai trouvé ça enrichissant de parler de commerce, de parler de B2B. C'est des choses qui sont rares, qui peuvent paraître ennuyeuses. Mais je trouve que du coup, l'initiative est géniale et ça met en valeur notre travail parce qu'on n'a pas forcément en fait une super image à l'extérieur et ça reste quand même un travail ingrat, quoi qu'il en soit. Donc rien que pour ça, je te remercie. Ouais, avec plaisir. Et de toute Ensuite, façon, ce que j'allais dire, on est là pour changer ça, justement pour changer l'image ouais, ouais. qu'on nous voit comme des ingrats. Mais ensuite, non, j'ai envie de souhaiter du succès à tout le monde, de les encourager parce que je pense que le travail de sales, c'est un peu l'école de la vie. Quand tu sais vendre, tu sais faire plein de choses derrière. T'apprends beaucoup sur toi-même, t'apprends l'écoute, t'apprends à comprendre les autres, à te mettre à leur place, à comprendre leur moteur. Que tu sois manager ou non, hein, c'est le job du sales. Et du coup, pour ça, je leur dis continuez, lâchez pas l'affaire. Je leur souhaite plein de succès et j'espère que ça continuera, quoi, tout simplement pour eux. Et que parfois, tu as des sales qui n'y arrivent pas à certains endroits. Il faut pas qu'ils se disent qu'ils sont mauvais, concrètement. Ça peut être aussi dépendant de leur état d'esprit du moment, de l'entreprise, du manager qu'ils ont. Et c'est pas parce qu'ils n'ont pas réussi une fois en tant que sales qu'ils doivent abandonner, parce que c'est un super métier enrichissant. Il y a plein de tremplins. Et du coup, il faut tenter sa chance aussi et la retenter, en fait, pour être bien sûr, parce que c'est un super métier. C'est un beau métier. Donc voilà. Ok, bah super Kevin, merci beaucoup pour avoir accepté l'invitation et on se dit à bientôt. Merci à toi. Allez, ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de The Sales Game. Si t'aimes le podcast, abonne-toi, laisse un commentaire, une note, partage-le avec tes potes, fais-le écouter à ta mère, en gros, fais-en ce que tu veux. Et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao!